On m'a pris. Et puis elle est partie. Et je ne sais pas pour les mères ce que ça fait de voir partir leurs enfants. Ça doit être terrible. Parce qu'elle perdait tout, quoi. Lorsque j'ai rencontré Robert, il n'avait encore jamais raconté son histoire. Depuis son exil en France, à l'âge de 10 ans, il avait choisi le silence. Il vivait maintenant une retraite paisible, auprès de sa femme et de sa fille, et semblait être devenu un Français sans histoire. J'avais peu de temps auparavant fait la connaissance de sa cousine française, la nièce de son père, dont il ignorait l'existence et qui venait de prendre contact avec lui. Je rencontrais donc Robert au moment même où son passé venait de ressurgir. Et c'était précisément la raison de ma visite. Lui proposer de faire ensemble un film dont la rencontre avec sa famille serait l'élément déclencheur. Bonjour, je suis bien chez Robert Vaeza. Vous ne me connaissez pas, mais je pense que vous êtes mon cousin. Mon oncle, Jean Vaeza, a fait la guerre d'Indochine. Et au nord du Vietnam, il a eu un petit garçon en 1945. Il a eu ce petit garçon avec une Vietnamienne. Nous sommes à sa recherche depuis des années. Je dis nous parce que c'est toute la famille. Nous aimerions tant vous rencontrer si vous êtes notre Robert. Bonjour, c'est Diane. Bonjour, c'est Babette. Ça, c'est Babette, la cousine. La fille du frère aîné de François, de Raymond frère aîné. François. D'accord. Et ça, c'est Voilà. mon mari. Voilà, moi Ça, je c'est mon suis mari. le Voilà. mari. Marie, Richard. Enchanté. Ça fait Philippe, plaisir. mon fils. bonjour. Ça, c'est mon aîné. Le plus jeune n'est pas là. On est tellement nombreux aussi, c'est que c'est une grande famille. Hein. Ouais. Et c'est même impressionnant pour lui parce que on est une tribu et on vous tombe dessus comme ça, ça va l'affoler. Hein, ça a été Très un peu agréable pour c'était affolant. Enfin, Mais vous avez toujours été dans notre cœur, hein, toute notre Oui. vie. On a Ah parlé oui, de c'est vous. vrai. Nous tous, on a toujours parlé de vous. C'est aberrant parce que bon, c'est le destin. C'est le destin qui a voulu. Mais toute notre vie, vous étiez présents dans notre vie. C'était voilà. Moi, pour moi, il n'y Et oui, avait pas il y avait d'autre pas, famille. voilà. Il y avait rien. Et nous, ah oui, on est content. très heureuse que ce On soit est, vous. on est content. Voilà. C'est formidable, vraiment. On répare. Quand l'Unité Je sais. est sortie, Ouais. quand l'Unité est sortie, moi je l'ai cherché. Michel t'a cherché, on n'a pas trouvé. Bah, moi aussi, quand Minitel est sorti, j'ai cherché, mais avec un Z. Et oui, mais voilà. Quand j'ai trouvé Vaeza avec un Z, j'ai dit non, là il y a une erreur. Et vraiment, Et c'est pour ça que ça m'a interpellée. J'ai dit non, non, là il y a une erreur. Il y a une erreur, donc j'appelle. Il fallait qu'on le Alors, retrouve. Vous voyez, c'est moi, de mon côté, quand on ne trouve pas de Z, on ne va pas plus loin parce que d'abord, en arrière-plan, on n'a pas voulu de moi, donc c'est pas la peine que j'aille chercher. Ça on comprend. Ça on comprend. Il y en a qui sont nés sous X, moi je suis né sous Z. Nous, ce sentiment,
J'étais aussi là-dedans. Donc je me suis dit, non, là maintenant, à la retraite, j'ai le temps. Je vais utiliser tous les moyens, je vais téléphoner, je vais appeler. C'était dans les pauses, c'est complètement. On en parlait. C'est vrai. Pour moi, Eh oui. tu as existé vraiment parce que j'avais sous les yeux une photo. C'est une photo qui faisait partie de la boîte de photos, parce que c'était pas l'album qu'avaient nos parents, une boîte de photos. Et quand j'étais petite et que j'étais malade, maman me donnait toujours cette boîte de photos, et c'est là que je t'ai vu. Et je demandais qui était ce petit garçon. On m'a dit, voilà, il s'appelle Robert Vaïza, c'est un cousin, mais est-ce qu'on le reverra un jour? Est-ce qu'on le verra un jour? Ben ça, j'en sais rien, c'était assez, à l'époque, tabou. Et ton père me parlait de toi. Ça, je peux le dire, de 61-62, et qu'il m'a hébergé donc pendant 1 an, il me parlait de toi. Mais pourquoi il n'a pas fait ses recherches, je ne sais pas. Moi, le regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas essayé de te retrouver. C'est dommage. Je dit, si je peux rajouter quelque chose, pour nous, ça n'a jamais été une curiosité. On l'a recherché non pas dans le but de dire, tiens, comment il recherche. Attention, nous c'était pour réparer. Notre sentiment profond, c'était, il faut qu'on répare cette branche qui a été occultée, coupée. Ça, je peux tu vois, j'en ai la chair de poule, je peux te dire que dans notre âme et conscience, c'était ça le but. C'était parce que moi, je sais que je n'acceptais pas, je n'ai jamais accepté. Et d'ailleurs, à 12-13 ans, quand j'ai découvert ce monde d'adulte, j'étais déçue. Pourquoi on laissait un enfant comme ça de la famille dans la nature? Ça, je ne l'ai jamais accepté. Ça m'a toute ma vie, j'ai ressenti cette injustice. Je ne pouvais pas accepter. Voilà. J'ai même pas une photo de ta grand-mère. Donc, lui parler de quelqu'un que je ne peux pas te faire voir, ce sera difficile. Bon, jusqu'ici, je t'en ai jamais parlé, hein, de ce que j'ai fait avant de connaître ta mère. Tout ça, pour moi, ça ne regardait personne, sinon que c'était ma vie propre à moi. Hein. Donc, je vais essayer de... C'est dommage de découvrir son père à 30 ans peut-être, mais quelque part, je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Alors, je dirais que ma mère, quand elle m'a placé au collège, c'est la première fois que je quittais ma mère. Et pour moi, le dimanche suivant, elle devait venir me chercher. Et puis, normalement, tous les dimanches, on devait rentrer à la maison. Et elle n'est jamais revenue pendant des mois, et jusqu'à temps qu'à un moment donné, bon, on s'est dit, enfin, je me suis dit, elle ne reviendra plus. Et puis, aux grandes vacances, je l'ai revue et je partais en colonie de vacances. J'ai passé peut-être 1 semaine ou 2 avec elle, en dehors des grandes vacances. Et après, tous les ans, un petit peu, 8 jours. Je sais qu'elle a fait tous les métiers du monde. Elle a été cuisinière en restaurant, cuisinière chez des gens riches. Elle essayait de survivre comme elle pouvait. Et quelque part, je dirais que ma mère, quand je l'ai quittée, quand je suis parti en France, ça m'a fait moins de douleur que quand elle m'a placé au collège. Quand elle m'a placé au collège, c'était plus pareil. Mais ça, j'ai pas encore franchi le cap pour en parler beaucoup.
Donc il faut que je fasse un retour en arrière, encore dessus, parce que j'ai pas encore tout à fait... C'était un livre qui était fermé pendant longtemps. Et là, il faut attendre que ça... J'ai attendu jusque-là, il faut attendre encore un peu. Ouais, on essaiera. Voilà. Depuis sa rencontre avec ses cousines, Robert n'est plus seul à porter son histoire. Pourquoi avoir séparé les mères des enfants? Pourquoi ce hasard du sang a-t-il changé le cours de son existence? Que sont devenus les autres enfants? Le voyage qui ne fait que commencer, nous avons décidé de le faire ensemble. Je l'aiderai dans la recherche des lieux, des témoins, des documents qui pourraient nous aider à comprendre. Car l'histoire de Robert est aussi la mienne. L'histoire de la Française que je suis, héritière du passé colonial de mon pays. C'est votre première visite aux archives d'outre-mer? Oui. Voilà. Votre dossier. Ok. Ah, je l'ai connue cette photo. Ah, vous l'avez Oui, je celle-là, vous l'ai l'avez connue. Ouais. Ouais, c'est bien moi. Hein. C'est... Enlever mes lunettes, je verrai mieux. Ah, c'est la chance. Je me trouve, c'est vrai, c'est un beau gosse, oui, bien présentable. Bien sûr. Et ça m'a choqué un peu parce que je me dis, bon, t'es pas un canard boiteux, t'es pas moche, Non, la t'es preuve. t'es pas présentable et personne ne veut de toi. Alors c'était ça qui me posait problème parce que quand on est petit, on s'imagine toujours, on veut pas de toi parce que t'as fait des bêtises ou t'es pas beau. Alors, monsieur le directeur, je vais invité de lui donner des nouvelles de l'élève Robert Vaïda, mon fils. Ah, qui c'est qui a écrit ça? Et c'est ma mère. Hein? Vous voyez que je vous ai dit que vous avez des surprises. Ah oui, c'est ma mère qui a écrit ça. Peut-être pas elle qui a écrit, mais qui a fait écrire, je pense, parce qu'elle n'est pas très... Alors, veuillez, je vous prie, d'avoir l'amabilité de me donner des nouvelles de l'élève Robert Vaïda, mon fils. Je suis sans nouvelles depuis 2 mois et je suis très inquiète. Dans l'attente de vous lire, veuillez espérer, monsieur, remercier. Anticipation. Madame Guillaume. Donc, elle était en plantation du côté de Dalat, ça. Ma mère m'a écrit, j'ai jamais vu cette lettre. Ah ouais. Ben oui, voilà. C'est marrant. Comment ça se fait? Pas normal, ça. Elle m'a écrit, moi, j'ai jamais eu de nouvelles. Alors, Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine. Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine, Assemblée générale ordinaire, 1956. Il est un fait regrettable que nous ne pouvons passer sous silence, à cause des graves conséquences qui peuvent en découler. De nombreuses mères qui avaient consenti à l'évacuation de leurs enfants se ressaisissent pour s'opposer à leur départ. Il y a là une tendance à laquelle nous ne saurions prêter la main. Ce serait ne pas tenir compte des préoccupations de la France, celle-ci trouvant déjà lourde la seule charge des enfants. A fortiori,
Cette charge apparaîtrait exorbitante si ces mères devaient suivre leurs enfants. Je pense souvent à cette femme qui la regardait partir. Que pouvait-elle faire d'autre ? 75 ans de colonisation étaient passés par là. Nous avons retrouvé des archives amateurs, des scènes de la vie quotidienne où les Français d'Indochine présentaient sous son meilleur jour la vie dans les colonies, auxquelles, disait-on, ils venaient apporter la civilisation. La colonisation n'avait-elle pas été conçue comme le droit des peuples supérieurs ? Les Français, c'était nous. Les Vietnamiens, c'étaient les autres. Maintenant que tout était fini, la colonisation se défaisait selon la même logique de séparation. Fils de Français, Robert partait. Vietnamienne, sa mère restait, désormais inutile, aux intérêts de la France. Alors, je suis en réservation de la Fédération des œuvres de l'enfant française d'Indochine. F-O-E-F-I. Je suis à la recherche d'informations et de documentation sur l'histoire de notre passé. Merci de me tacter. Note au sujet du problème des Eurasiens, par le révérend Père Dupont, directeur de l'orphelinat à Hanoï, 1942. Le problème eurasien est complexe. À vrai dire, le problème ne trouvera jamais une solution parfaite, car il est né d'un désordre. Nous dirons en langage chrétien, d'un péché. Il en portera toujours plus ou moins la trace. Cependant, on doit s'efforcer de lui trouver une solution, et la meilleure possible. On ne s'est peut-être pas assez posé la question de savoir si on peut les absorber dans le milieu français, les élever jusqu'à nous. La méthode consiste donc à prospecter à fond, pour sortir du milieu indigène, ceux qui, n'étant pas anormaux, sont susceptibles de se maintenir au niveau de vie européen. Des textes et des instructions précises devraient faciliter l'obligation pour la mère de confier son enfant aux établissements spécialisés d'éducation le plus tôt possible. La procédure de la déchéance de la puissance maternelle, en particulier, devrait être simplifiée. C'était exceptionnel. Une pointe pour faire monnaie d'échange. Contacter d'autres Eurasiens. Alors, Reza, Et ma fille. c'est moi. Lison, c'est moi. Ah, d'accord. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Vacances d'hiver. Ah, tu te rappelles? Ouais. J'ai même encore une photo de toi, mais tu étais assez loin. Tu me reconnais un peu quand même? Non plus. Mais tu te souviens encore de mon nom? De ton nom, oui. Moi, disons, Bézard aussi, je me rappelle bien le nom de Bézard. Donc, je me rappelle bien de Alors, la planerie oui, partout. Et ça, je n'ai pas reconnu. Non. Tu ne me remets pas, non? Écoute, franchement, pendant 50 ans, je n'ai plus jamais parlé du Vietnam. Pendant 50 ans. Je me rappelle parce que j'étais noyé plus ou moins, tu m'as rattrapé et après tu m'as dit allez foutre dans l'eau et là j'ai renagé. Voilà. Ah, je me suis dit merde, c'est un truc qui m'est revenu. Qui m'est revenu. Tu vois, on se retrouve. Oui, je me suis dit merde, c'est vrai, je le connais celui-là. Pour moi, la FOFI, c'était
un instant. Passage. Un passage. Mais où ça t'a marqué quand même? Ça m'a marqué, mais en même temps, ça m'a pas marqué. C'est pas moi qui a voulu aller à la Fédé. Oui, mais disons, tu as quand même il y a une nostalgie quelque part. Moi, ma nostalgie, c'était ma mère. Et une fois que tu es jeté dans la Fédé, elle a toujours donné à manger, donné à boire, nous loger, nous habiller. On a eu tout ce qu'un enfant pouvait avoir, sauf la vie de famille. Quand même, ils nous ont quand même, comment dire, bon, il y a qui sont devenus voyous, hein, comme partout, mais on est quand même resté dans le droit chemin. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont mal tourné. La génération avant 44, au moins, la majorité, ils ont mal tourné. C'était des mercenaires, des beaucoup de barbousses. En fait, ils sont rentrés dans les enfants de troupe et je crois que ça... Parce que c'est l'appât du gain et comme ils n'avaient pas de métier, ils sont engagés pour avoir des primes. Et là, ils sont morts. Je voulais savoir ce qu'ils étaient devenus, en fin de compte, c'est ça. Notre entité d'Eurasien, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'on est resté dedans encore ou est-ce qu'on est devenu des Français à part entière? Je trouve qu'on n'a pas assez crié à la France que nous étions des enfants à part, quoi. Tu vois? Parce que vous avez été bien accueillis en France. Oui, mais c'est pas la question d'être bien accueillis. C'est qu'on nous a quand même arrachés à notre famille. Oui, mais est-ce qu'on avait besoin d'être sauvés? Avait-il besoin d'être sauvé? C'est en tout cas ce qu'il fallait leur faire croire. Comme il faudrait nous faire croire que la France livrait en Indochine une guerre juste. Robert désirait maintenant savoir quel avait été le combat de son père. Ah, comment vas-tu? Et toi? Bonjour Mario. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Oui, ça fait un bout. Oui, parce que Et donc, ça fait 3 ans maintenant que j'ai découvert que mon père a vécu, en fait, jusqu'à l'âge de 70 ou 75 ans. En fait, il est mort en 94. Il n'y a pas longtemps, ma cousine m'a envoyé son dossier militaire. Et en fait, il a débarqué au Vietnam en 1935, engagé volontaire, et il a été rapatrié en 1947. Et il a vécu avec ma mère pendant 9 ans. J'ai débarqué le 18 novembre 1945 à Saïgon. Voilà, alors l'arrivée en Indochine, pour moi, j'ai été, je le dis, j'emploie le mot, j'ai été soufflé par la misère constatée quand on débarquait. C'est quand même des choses qui ont posé des problèmes de conscience à beaucoup d'éléments au sein de l'armée. J'avais participé à la résistance, à la volonté
d'un peuple à se libérer de l'occupant de son pays. Et rien ne me prédisposait à aller faire le contraire là-bas, c'est-à-dire à lutter contre un peuple qui voulait se libérer de l'occupant de son pays. Donc, 2 bonnes raisons pour ne pas y aller. C'est vrai. À savoir que les peuples ont le droit à leur indépendance et que lutter contre cette indépendance, c'est un crime. Il fallait pas très longtemps pour découvrir qu'il y avait des choses ignobles. Et les choses ignobles étaient c'est les arrestations faciles et la disparition de ces prisonniers que l'on retrouvait sous forme de main-d'œuvre et un certain nombre qui manquait. On brûlait systématiquement les villages et puis les prisonniers étaient pour la plupart abattus. Même des prisonniers en uniforme. On avait fait prisonnier, ma section avait fait prisonnier 14 rebelles, dont plusieurs, 5 ou 6, étaient armés de vieux fusils et de vieux revolvers. Ils avaient tiraillé, mais enfin, sans aucun effet. Hein. Alors, nous, on n'en avait pas tué, eux ne nous avaient tué personne. Mais enfin, ils étaient prisonniers. Et les ordres verbaux étaient donnés à tous les commandants de compagnie que tous les rebelles qui étaient trouvés, les armes à la main, devaient être abattus. C'était la règle. Ou pouvaient être abattus, au moins. Pouvaient être abattus. Alors, mon capitaine, qui était pourtant celui de tout le bataillon, qui était réputé le moins répressif, le capitaine m'a dit, j'exécute les ordres. Il a pris les 14 gars, il les a fait monter sur un petit ponceau de bois, et chacun a reçu sa balle dans la nuque. Et les corps sont tombés, je les vois encore, hein, j'en étais malade. Les corps sont tombés dans l'arroyau, et moi je n'ai rien dit. Là, je n'ai pas agi selon ma conscience. J'ai rien dit parce que, je sais pas, j'étais lâche. Mais la nuit, j'ai mal dormi, hein. Un jour, il y a une péniche qui arrive, un petit bateau, des tringlots, et sur le pont, il y avait un monsieur, un Vietnamien, attaché sur le pont, mais un bel homme. J'ai rarement vu un Vietnamien grand, fort, beau, brûlé au napalm. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai regardé, et à ce moment-là, il est mort. Ce regard, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Je crois que c'est là où je me suis dit, mais c'est dégueulasse, la guerre, c'est pas possible. Son regard m'a dit, t'as vu ce que tu m'as fait, salaud? C'est ce que j'ai lu dans ses yeux. J'ai assisté à des interrogatoires musclés et à des tortures. Il faut avouer que nos officiers, ceux qui étaient chargés de torturer, étaient vraiment des perfectionnistes. La Gégène, bien sûr, la baignoire, et des filles qui avaient été prises dans des territoires, on avait des doutes sur elles, elles étaient condamnées à faire des mois de BMC. Voilà. L'armée française les forçait à se prostituer. Ça, oui. Ça c'est sûr. Hein. Oui, la Maison Blanche à Hanoï, à Haiphong, je peux te garantir, c'était que des filles condamnées à la prostitution. Alors on se mariait au mois. On achetait une femme pour un mois. Un certain nombre de mes camarades avaient pris une congaille, comme... Oui. Bon, j'ai dit, je vais faire comme eux. Alors j'en ai pris une qui, pendant, je me souviens plus, peut-être 3 mois à peu près, qui était bien gentille, très serviable et tout. Voilà, je fais comme presque tout le monde. Êtes-vous certain, pour ceux qui ont fait le Vietnam, de ne pas avoir laissé quelque chose là-bas? Oh, sûr, oh là là. Quelque chose. Un enfant. Un enfant, par exemple. C'est fort possible, fort possible. Quand les Américains ont commencé à bombarder le Nord, j'ai dit surtout, tuez pas mes enfants. Ça a été ma grande réflexion. Parce que c'est possible, je sais pas, je suis resté 26 mois là-bas. Mais c'est possible, c'est fort possible, tu sais. Et on ne restait pas comme ça. Oui.
mon service, autant que je suis parti. Oh, quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les douilleux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Présidence du Conseil. Commission d'enquête sur le problème métis dans les territoires d'outre-mer. Paris, 1937. La France, avec sa faible natalité, a besoin d'enfants. Ne vaut-il pas mieux les choisir parmi ceux dont le sang qui circule dans leurs veines est pour moitié du sang français ? N'est-ce pas cette politique qui nous assurera mieux que tout autre le gage le plus sûr de la permanence de l'œuvre coloniale française ? En ce qui concerne la sélection des enfants en bas âge, il est bien évident que cette sélection ne peut être que physique et ne vise qu'à éliminer les enfants de métissage douteux, les rachitiques et débiles mentaux. Ceux-ci doivent être laissés au milieu indigène. Les métis noirs doivent être autant que possible laissés également dans le milieu indigène. Oui, des gardes, reposez. Armes. Présentez. Armes. En cette année 2009, nous sommes réunis pour rendre hommage aux soldats coloniaux et à tous les tirailleurs qui ont servi dans les troupes coloniales. Tous sont venus défendre la liberté, la paix et la démocratie, que ce soit sur le territoire métropolitain, mais aussi en Indochine et en Algérie. J'ai une foi inébranlable en la destinée de notre chère patrie, la France. Et s'il lui faut nos vies pour qu'elle reste grande, eh bien qu'elle les prenne. Du moins après, nos jeunes frères et nos neveux seront fiers d'être Français. Liberté, paix, démocratie, quel sens Robert peut-il donner à ces mots qui célèbrent encore aujourd'hui les conquêtes coloniales ? Pourquoi ce déni de la violence ? Serait-ce que les raisons profondes en sont inavouables ? Serait-ce que cette violence et ces raisons sont toujours à l'œuvre dans la France d'aujourd'hui ? On va commencer pour vous présenter ce lieu qui est un peu le symbole de la colonisation française. Jusqu'ici, ce bâtiment a été réalisé pour l'exposition coloniale de 1931.
Donc vous aviez notamment l'Asie qui était à l'honneur, puisque c'est le début du déclin de l'Empire français en Asie. Et donc la France doit se légitimer. Et ce bâtiment était voué à perdurer dans le temps pour rappeler ce souvenir et rappeler cette gloire coloniale. On dit de toute manière que si l'on critique l'Empire français, on critique la France elle-même, ça veut dire qu'on n'est pas français. L'Indochine est le centre houillé le plus important de notre empire colonial. La main-d'œuvre est recrutée parmi les indigènes qui acceptent sans difficulté ce travail facile et bien rémunéré. Au point que de nombreuses jeunes femmes anamites viennent solliciter d'être enrôlées dans les équipes. Elles font preuve d'un grand zèle et arrivent à égaler les hommes en rendement au travail malgré l'apparente raideur de leurs costumes. Paris consomme une quantité chaque année plus importante d'anthracite de Hongaï. Et c'est ainsi qu'en échange des sacrifices que la France a consentis pour ses colonies, celles-ci viennent lui offrir les fruits de leur organisation et de leur mise en valeur. Enquête sur la question des métis. Revue indo-chinoise. Hanoï, 1913. Il faut partir de cette idée que la France, conquérante et civilisatrice de l'Indochine, ne doit pas laisser se corrompre et se perdre une quantité quelconque de la graine française. N'est-il pas normal que lorsque l'enfant réunit en lui une double race et une double qualité, ce soit la race et la qualité supérieure qui l'emportent et déterminent sa condition? Ce qui est un petit peu, comme j'ai lu un petit peu plus loin, et je m'aperçois qu'en fin de compte, ils ont pris des décisions assez rapidement de rapatrier en fait les enfants, de séparer les enfants de leur mère, enfin en fin de compte. Mais cette décision a été prise bien avant la défaite de Dien Bien Phu, quoi. C'est pas la défaite de Dien Bien Phu qui a orienté le rapatriement des enfants. C'est tous ces écrits-là qui ont déjà conforté ces gens-là dans cet état d'esprit, quoi. Et donc, ils ont décidé que les métis, s'ils doivent devenir des hommes, ne peuvent être élevés que par les Français. En gros, c'est ça. On était condamnés à être orphelins de père et de mère rapidement, quoi. Je voulais vous rencontrer, mais parce que j'ai lu votre bouquin sur la thèse, votre thèse. Mm-hmm. J'étais très choqué au départ. J'en suis désolée. Non, mais après, quand on lit un petit peu, on comprend. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on m'a donné ce livre, j'ai ouvert et puis je suis tombé sur des phrases prises comme ça au hasard. Mais alors, une claque. Hein. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, je trouve que le langage qui était utilisé par les gens de l'époque, par les administrateurs, par les juges, par tous les gens des services sociaux, des associations, etc. Et c'était un langage très, très violent. Mmh. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière, le schéma qui a fait que votre maman, elle n'était pas dans le schéma, on l'a pas emmenée en France. Et donc, ce qui explique fondamentalement le fait qu'on a voulu prendre les Vietnamiens et les enfants eurasiens, pardon, et qu'on les a classés du côté français, c'était l'idée que c'était insupportable de voir des enfants qui étaient entre les deux. L'ordre colonial, il est fondé sur une domination et donc sur une supériorité.
Et une supériorité, c'est d'abord une différence. Pourquoi coloniser des gens si on n'est pas supérieur à eux? Et donc, un des enjeux de la colonisation sur place, ça a été de maintenir toujours la différence. Ça a été d'éviter justement de faire apparaître du sang français en position dominée, en position indigène. Tout un pan très important de la colonisation, ça a été de maintenir la domination à travers une symbolique du prestige, une symbolique on parlait beaucoup de dignité, la dignité du rang français. Dans les archives, on voit des témoignages effarés d'administrateurs qui vont dans les villages et qui voient des petits-enfants eurasiens, tout crottés, des enfants blonds aux yeux bleus, bouclés, courir tout sale sur la place du village, qui ne parlent pas un mot de français. Ça, c'est l'horreur absolue, parce que c'est justement c'est introduire du désordre. Ouais, des Français dégradés. Donc, c'est à la fois eux-mêmes des Français dégradés, et c'est la preuve que des Français se sont dégradés en allant avec des Vietnamiennes. Et donc, il y a tout ce problème de la symbolique de la supériorité que les enfants eurasiens venaient déranger, qui faisait qu'on a voulu justement donc les reclasser dans la famille française. Et donc on voulait s'en servir comme contremaîtres, comme interprètes, comme petits instituteurs, etc. Et voilà, comme petites mains de la colonisation. Et donc ils les ont. Ça a été très progressif, mais on a pris ces enfants, on allait les rechercher souvent dans les villages. Souvent, c'était autour des garnisons, dans les villes, mais il y en avait aussi qui étaient dans des villages. On allait les rechercher, on les a mis dans des institutions spécialisées. Le collège des Eurasiens de Cholon, c'était l'un d'entre eux, mais il y en a eu beaucoup et partout. Et assez vite, on s'est aperçu qu'en fait, on voulait en faire des petits Français, mais qu'il manquait une étape importante, qui était le statut juridique. Et donc, ces enfants, qui n'étaient pas reconnus par leur père, on a décidé qu'on allait leur trouver finalement un père de substitution, qui était la France, qui était l'État français, et on en a fait des Français, pour ceux qui pouvaient prouver leur appartenance à la race française. Et la conséquence a été en 1954, des milliers, ou 1955, des milliers d'enfants rapatriés, entre guillemets, vers la France. Il était clair dans la stratégie de rapatrier les enfants que seuls ceux qui ont du sang, disons, français ou européen repartaient. Vous êtes de ma race, donc vous venez avec nous. Vous venez avec nous aussi loin que Tours. Ouais. On vous emmène à Tours parce que vous êtes de cette race-là, vous êtes de notre race. C'est ça qui s'est passé. Et votre mère n'était pas de notre race. Voilà. C'était ça la différence. C'est pour ça qu'elle est restée sur le quai. Depuis le départ, on a maintenu à l'écart les mères. On voulait pas des mères dans cette histoire.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Je vous appelle concernant le message que j'ai reçu sur mon portable suite à mon appel à témoin. Donc je vous rappelle pour avoir des renseignements. Un jour, Geneviève a répondu à l'annonce de Robert. Elle aussi a connu l'exil en France et l'orphelinat dans les années 50. Elle aussi a été rattrapée d'une manière inattendue par son passé. J'ai eu un choc après, parce que j'ai perdu mes papiers, enfin, ma carte d'identité, suite à une agression dans le 13e. Mais l'agression en elle-même, tu vois, ça, bon, j'étais un peu retournée évidemment, mais c'est mon identité. Et donc je vais à ma mairie, et elle me dit, mais il faut prouver que votre père est français. Donc pour moi c'était un choc, parce que, mais oui, pour moi, comme ils ne m'ont jamais recherché, contacté, disons, peut-être qu'ils m'ont cherché, je ne sais pas, ils ne m'ont jamais contacté, pour moi ils m'ont rejeté. Tu vois, pour moi ils m'ont rejeté. Donc faire des recherches de ce côté-là, ça m'a coûté beaucoup. Donc j'ai appelé la mairie, et ils m'ont dit, il est mort à tel endroit, à son domicile. En fait, c'est une maison de retraite. Et c'est vrai que j'y pensais pendant des jours. Je me dis, s'il est mort tout seul, sans personne, ça me fait de la peine. Oui, enfin, faut pas trop se culpabiliser pour non, un père qui, en fait, à un moment donné, ne nous a quand même pas... Ah ben, il ne m'a pas donné signe de vie. Hein. Il a plutôt fui. Mais il avait... Bon, je respecte les raisons. Je respecte. Hein, maintenant, c'est du passé. C'est vrai que je lui en veux pas. Je lui en veux pas, mais j'aurais bien aimé... Ne serait-ce que 5 minutes de ta vie. Oui, oui. Même parler 5 minutes... C'est peut-être la crainte de se faire envoyer balader qui a freiné. C'est ça qui m'a retenue. Oui. Donc toi aussi, alors. Je pensais que c'était moi, je me suis dit... Non. Alors, je crois qu'on est plusieurs comme ça, par pudeur ou par crainte d'être rejeté encore une deuxième fois. Oui. C'est ça. Oui, et puis pendant longtemps, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, je ne voulais pas déranger. Je me sentais de trop. Voilà. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, le placement à la FOEFI. Moi, je me rappelle bien. Tous les dimanches. Oui. J'étais à la grille. Mais toi aussi, tu avais la grille devant, c'est ça. Alors, les familles n'avaient pas le droit d'entrer, et nous, on n'avait pas le droit de sortir. On se touchait à travers la grille. Mais les premières semaines, c'était dur. Et tous les copains qui te disaient, mais t'en fais pas, on est tous passés par là. Alors toi, tu te dis, mais moi, je suis spécial. Mais non, t'es pas... Non. Et tu es embarqué sur le bateau après, le bateau Ben, paradoxalement, quand j'ai embarqué sur le bateau, j'ai pas eu d'émotion. J'étais endurci, j'étais devenu un orphelin, quoi. Oui. Donc, ma mère est venue, hein. Elle est venue, elle m'a donné un petit peu d'argent. Oui. Puis c'est tout. Mais j'étais sec. Oui. Je le regrette un peu. Je me souviens, on était alignés, tous les enfants, on était alignés, les militaires derrière nous. Et il y en a un, je crois qu'une des sœurs avait dit, les enfants, dites au revoir comme ça. C'est la dernière fois que vous verrez le Vietnam. Mais ma mère, maintenant, je souhaiterais aller au Vietnam pour voir le parcours qu'elle a fait après. Oui. Mais bon.
Le Vietnam, 50 ans après. Nous y sommes. Le quartier européen a disparu dans les vagues des grands boulevards. Pour commencer, Robert n'a que ses souvenirs d'enfance et quelques adresses approximatives de l'endroit où sa mère travaillait et de son orphelinat. On nous a déposé par ici et puis on est un peu perdu. D'accord, oui. On essaye de se situer. Donc ma mère travaillait à la Citadelle, alors c'est sur cette page-là. Oui, je vois le mot Citadelle. Ah oui, voilà. Voilà. Oui. C'est là alors? Oui. Bây giờ đổi mới hết rồi. Nhưng mà còn mấy người xưa đó bây giờ chỉ còn chỗ đó thôi. Chỗ bán khoai lang chiên giờ đó hả? Đâu đâu có đây nè. Chỗ Nguyễn Thị Nguyên chỗ. D'accord. Ouais. Ça y ressemble plus du tout, évidemment. Moi, je trouve vrai, hein. Je trouve vrai. On y va? Ici, à peu près, un cul-de-sac qui allait jusque dans le fond. Nous, avec ma mère, on habitait dans le fond du cul-de-sac. Là, et là, il y avait le stade. Ouais. Alors, il n'était pas au bord de la route, hein, il était Ouais. un peu retiré. Dans le fin fond, là-bas, enfin, fin fond, pas si loin que ça, il y avait une caserne française. Oui, c'est Parce ça. que c'est ma mère, en fait, tous les matins, il y avait une jeep qui venait la chercher là, Voilà. et qui l'amenait au travail là. Où sommes-nous? Est-ce qu'on est là? On est là? Je ne sais pas. Donc il est sûr, les tribunes étaient là avant. Ouais. Bây giờ nó chuyển đi nơi khác rồi đúng không anh? Ok. Les tribunes étaient par là. La tribune par là. D'accord. Ok. Je suis paumé là. Perdu. Là ông Robert này, ông sinh ra ở cái phố Hội Bình này. Cái hồi mà năm 45 ông này sinh ở đây, thì lúc đó ông còn ở đây không? Thế cái sân vận động nó chỗ nào không? Sân vận động là đây, đằng này. Vâng. Bên này là đình Hội Bình, nhưng mà nó có một cái tam giác này. Là trong này nó có cây đa, mấy cây đa ở đây. Vâng. Đấy. Tôi ở phố Hội Bình. Je suis un peu largué là, j'avoue. Non. Non, je le vois pas comme ça. Trop petit, trop fermé. Ça doit être quelque part, merde.
cả thì có thể là họ vàng hơn. Normalement, Việt Nam miệng. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 21. Lần đầu tiên, thiếu vắng sự xuất hiện của một gương mặt thân quen của chương trình. Có những quá khứ tưởng đã ngủ yên, tưởng chừng như không còn ai phải đau lòng hay trả giá cho những sai lầm của 20, 30 hay 50 năm về trước nữa. Ký ức về một thời thuộc địa đã ngủ yên hơn nửa thế kỷ thì ngày hôm nay sẽ sống lại tại đây. Nước Pháp đã nghĩ đến chuyện cai trị lâu dài ở Đông Dương, nên trẻ Tây Lai cần phải được gột rửa cho đủ tin cậy mà gia nhập cộng đồng da trắng. Trong khi đó, những me Tây, dù phần đông vì nghèo đói mà thành, cũng bị đồng bào khinh thị. Mất nguồn chu cấp, họ không còn đủ khả năng để tự nuôi con. Sau này, các nghiên cứu về chính sách con lai mà Pháp đã áp dụng tại Đông Dương là ép các bà mẹ bỏ con vào cô nhi viện của Pháp, được coi là một phần trong chính sách thuộc địa rộng lớn. Trẻ Lai một khi đã được cho vào trường là phải quên tiếng Việt, phải học cách sống như người Pháp. Không còn lam lũ, nhưng mẹ đẻ phải trở thành người lạ. Je tiens à préciser que je me suis échappé 2 fois du collège de Cholon pour demander à ma mère de ne pas me laisser partir. Ông Robert Verza cũng có cơ hội xem những tấm ảnh cũ của những người phụ nữ tên Trần Thị Kim sinh vào đầu thế kỷ trước, có được là nhờ sự hợp tác với kho tàng thư quý giá của Bộ Công an, và chương trình đang nhận được sự hỗ trợ rất quý giá này. Je m'en vois encore devant la grille, accroché, à serrer les barreaux et à attendre. À attendre un cyclopousse qui allait déposer ma mère pour venir me chercher. Presque tous les dimanches, à se dire, elle va venir, elle va venir. Puis un jour, tu dis, bon. Et je crois que ce jour-là, j'ai pris conscience que, en fait, j'étais un orphelin parmi les autres. Mais malgré tout, chaque dimanche, tu passes au loin, tu fais semblant de ne pas y aller à la grille. Et tu regardes. Puis elle n'est jamais venue. Et lui, on a voulu. Ouais.
Nous avons beau chercher, Robert ne trouve toujours pas les traces de son enfance. Le Vietnam aurait-il oublié les Eurasiens? Que reste-t-il ici de la colonisation? Des cartes postales pour touristes? Quelques noms inscrits dans la pierre? D'anciennes demeures coloniales? L'ancienne prison française d'Hanoï, transformée en musée. On y détenait les prisonniers politiques qui luttaient contre le régime colonial. Dans cette partie, on montre comment vivaient les prisonniers depuis 1896, je suis comme 1945. Alors, alors, chaque prisonnier recevait deux tenues. Alors, ça, c'est peut-être pour l'hiver, et avec deux maisons centrales. MC, c'est maison centrale. Et pourquoi je me suis engagé dans l'armée? C'est très simple pour nous. Cette jeune génération de Vietnamiens qui a participé à la révolution même. Notre génération a vu comment était le colonialisme français, comment vivaient les gens, comment le pays vivait avant. Et nous étions très motivés par l'idéal de la révolution. Et l'idéal de notre révolution, c'est d'abord l'idéal de la grande révolution française de 1789, comme disait Ho Chi Minh. Oui. Ils l'ont fait, pourquoi pas nous? L'idéal, liberté, égalité, fraternité, c'est pour nous. Avant de faire connaissance avec le communisme, j'ai vu comment vivaient les gens, surtout les paysans, et comment ils mouraient de faim. Et autour de moi, 90% de la population analphabète. Et pour avoir 1 kilo de riz pour la famille, la jeune fille passait une nuit chez les Français. Et ça nous faisait pleurer. Je suis complètement étranger. Un peu comme quelqu'un qui vient observer quelque chose et qui va repartir sans peut-être rien comprendre. Mais avec une certitude, c'est que c'est plus mon pays.
Si j'avais pu retrouver ma mère, j'aurais certainement pris ma mère dans mes bras pour la serrer, pour la réconforter. J'aurais voulu savoir où elle est enterrée pour lui dire que c'est pas grave. Et de lui faire comprendre que je lui en veux pas, quoi. Qu'elle repose en paix. Non, on est arrivé par là. Les camions sont arrivés de par là. L'autre il était garé là. Un peu plus par là. Il devait être là. On m'avait dit qu'il viendrait. C'est ici qu'on a quitté le Vietnam. C'était là. Vas-y, nous prenons ça. Dorian, il débarque. Oh, 2 semaines de rétractation. Oui. 2, 1, oui. T'as appuyé là? Frédéric n'a pas appuyé. Non, ça y est pas. C'est pour la dernière fois que je joue la vedette américaine, là, c'est sûr. Bon, je n'ai pas l'habitude des discours, mais je voudrais remercier les cousins et cousines qui nous ont reçus. Et aussi, je voudrais que les enfants, nos enfants, retiennent bien cette journée. Parce que pour nous, qui n'avons pas de famille, avant ça, je m'excuse. Ben, c'est un lien qui est important et je suis très heureux d'être descendu cette année pour les vacances. Donc, je m'excuse, mais je ne regrette rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
À la fois, je dis que la vie ne m'a pas fait de cadeau, mais quand je m'en retourne en n'ayant que la réflexion matérielle, et puis ma famille, en fait, je dis, j'ai pas trop raté.